Salut à toutes et à tous, c'est Doyle, comme toujours en compagnie d'Enstril. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau voyage à travers le temps, l'histoire et la culture du monde. Si vous avez suivi toutes nos vidéos, vous allez peut-être être surpris de trouver encore une fois Zoro comme sujet d'analyse. Pas de panique, vous ne trouverez ici que de toutes nouvelles informations sur ce chasseur de pirates hors norme. J'imagine que souvent, des vidéos de théorie vous ont promis avec un titre aguicheur de découvrir les 1001 secrets de Zoro. Mais cette fois-ci, vous ne serez pas déçus du voyage, car comme toujours, recherche, rigueur et précision ont été nos maîtres mots. Vous en avez désormais l'habitude, installez-vous confortablement et laissez-vous guider. C'est avec émotion et une joie non dissimulée que je peux vous affirmer ceci. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez l'histoire originelle de cet épéiste. On a d'abord hésité à faire de cette vidéo un épisode de Les Non-Dits, mais notre démarche va véritablement être la même que pour Barbe Blanche et Benkei, c'est-à-dire lier histoire, mythologie et folklore. Et je tiens à préciser tout de suite que nous n'aborderons pas son caractère design, car un concept entier d'émission mériterait de s'y dédier pour le faire proprement. Dans notre premier épisode de Les Non-Dits, qui portait sur Zoro, on a brièvement eu l'occasion d'évoquer l'enfance de celui-ci. Enstril proposait qu'il était un ancien citoyen de Wano, banni très jeune et qui aurait été forcé de vivre ailleurs. Sans trop de surprise, nos recherches semblent confirmer cette hypothèse. Et pour vous expliquer tout ça, laissez-moi commencer par vous présenter une caste assez unique, propre au Japon féodal et donc à Wano, les Ronin. Les Ronin sont d'anciens samouraïs exclus de la société japonaise féodale, et il pouvait y avoir plusieurs raisons possibles, que ce soit la mort de leur seigneur, leur propre faute ou leur défaite au combat. Ils devenaient donc une sorte de paria, n'ayant pas de classe propre dans une société extrêmement hiérarchisée et basée sur les relations de loyauté envers un seigneur. Ceux-ci combattaient pour leurs idéaux et pour l'amour de la voie du bushi, donc celle du combat et de la droiture. Ils étaient tout de même très généralement méprisés et discriminés par les samouraïs qui probablement jalousaient leur grande liberté personnelle. Si le statut de Ronin était peu enviable en raison du mépris et de la honte liés à cette situation, il était pourtant recherché par certains samouraïs qui considéraient qu'il s'agissait d'une expérience qu'ils se devaient de vivre dans leur vie pour perfectionner leur art. Cela était représenté par le dicton « tomber 7 fois et se relever 8 ». Toutefois, leur image négative était contrebalancée par de nombreux récits à leur gloire. Ils étaient par exemple respectés par les basses classes. De fait, on peut trouver de nombreux récits contant l'histoire d'un Ronin châtiant d'arrogants samouraïs qui tyrannisaient un village. La connexion avec notre précédente théorie et ses guerriers 100 mètres vous est probablement déjà apparue. En effet, pour nous, il semble presque certain que Zoro était un Ronin dès sa jeunesse, ou du moins l'équivalent dans l'univers de One Piece. Que ce soit parce qu'il a perdu son maître, ou plus probablement car son père a perdu le sien avant lui. Cela apporterait une réponse à l'interrogation de tout le monde. Pourquoi Zoro n'a pas de famille? Et pourquoi était-il déjà lié à la pratique du sabre enfant? On peut de plus comprendre son mode de vie une fois qu'il quitta le dojo du père de Kuina, largement similaire à celui qu'avaient les Ronin dans notre monde. Et finalement, si vous avez regardé notre premier Les Non-Dits qui évoque Zoro, nous avions déjà expliqué et démontré l'importance de la voie de l'épéiste pour Zoro. Et le statut du Ronin semble confirmer encore plus cette idée. Évidemment, dans cette émission, nous n'inventons rien et nous ne spéculons pas. Les faits sont la seule source de nos vidéos. Il va donc sans dire que pour ce que je viens de vous exposer, nous avons des preuves plus que solides. Allez, raconte-leur, Doyle. Vous en avez l'habitude, toutes nos affirmations sont fondées sur un principe simple. Nous observons un fait historique, ce dernier présente certaines similitudes avec les événements liés aux protagonistes de One Piece, nous creusons davantage, et les coïncidences deviennent évidentes. Observons donc ensemble les parallélismes entre les deux héros de cette vidéo, à travers leurs chronologies respectives. Si certains Ronin se forgèrent une réputation et s'attirèrent le respect de tous, l'un d'entre eux devint une légende, la personnification même du mythe du samouraï errant qui va de ville en ville pour affûter sa technique. Il est de nos jours aussi présent dans la culture des Japonais que peut l'être Jeanne d'Arc dans la nôtre. Il est connu de tous. Et c'est cet individu qui va nous et vous intéresser. Voici Musashi Miyamoto, l'homme qui inspira à Oda l'histoire du personnage de Roronoa Zoro. Remontons ensemble dans le temps pour arriver au cœur de l'ère Edo, le 12 mars 1584, jour de la naissance de Musashi Miyamoto, qui ne le sait pas encore mais deviendra une figure emblématique du Japon. Un maître incontesté du Bushi, mais aussi le plus célèbre escrimeur de l'histoire du pays. L'histoire que je vais vous conter est celle de Musashi. Pourtant, si vous y portez toute votre attention, vous allez vite comprendre qu'elle peut également être celle de Zoro. Un garçon issu d'une famille de samouraïs vient au monde. Il porte en lui un talent et une force qui l'accompagneront toute sa vie. Un jour, un conflit avec son père éclate. Il n'est encore qu'un enfant, mais quand son père lance son couteau dans sa direction de rage, il l'intercepte et lui renvoie au visage. Il est alors âgé de 7 ans, et son père ne voulant plus de lui, il est accueilli par son oncle. Ce dernier enseigne l'art du sabre dans un dojo. Il comprend tout de suite la force de ce jeune garçon. Derrière son ambition et sa soif de duel inextinguible, déjà présente malgré son jeune âge, se cache un grand guerrier, capable de se mesurer aisément à un adulte.
C'est d'ailleurs tout jeune qu'il trouve un rival à sa hauteur. Il le défie en duel avec cette fois-ci un vrai katana et tue pour la première fois. Il fut connu et craint par tous. Sa résistance était légendaire. Laissé pour mort sur un champ de bataille, il se relevait toujours. Cependant, il était davantage une bête sauvage qu'un héros. Un homme capable seul de tuer 80 personnes pour tester un style d'escrime particulier. Oui, cet homme avait transcendé la pratique simple du katana, et avait développé un style utilisant plusieurs katanas au lieu d'un. Sa quête permanente de duel a fait de lui l'un des meilleurs épéistes japonais. Mais cela n'était toujours pas suffisant pour cet homme. Il défia donc en duel le meilleur escrimeur du Japon, et gagna. Il est dit de cet homme que sa force physique était extraordinaire, une force nécessaire pour tout trancher. Sa légende raconte aussi qu'il était connu pour ses méthodes uniques. Un jour, un seigneur lui demande de tester la solidité de différents bambous pour constituer la hampe d'un drapeau. Il lance alors 100 bambous dans les airs, et les tranche tous, sauf un. Il tend ce dernier au seigneur et lui dit qu'il s'agit là de la meilleure façon de le tester, mais que seul lui en est capable. Pourtant, il n'était pas qu'un homme de guerre. Il était méthodique, stratégique, intelligent. Et c'est bien ça qui le rendait redoutable. Sa force n'était pas seulement celle de ses muscles, son esprit et sa volonté étaient plus forts que tout. Ce sont ces caractéristiques qui ont conditionné son futur. Étant le bretteur le plus puissant du Japon, il n'avait plus besoin de se battre. Il abandonna donc les duels et entra au service du shogun. Sa réputation n'ayant jamais entaché son humilité, il se contenta d'une paye modeste. Il dédia la fin de sa vie à enseigner dans un dojo, où il apprit à ses élèves son style de combat à plusieurs sabres, mais aussi les leçons à tirer de sa vie. Il s'appuyait sur des écrits rédigés par sa main, ceux-ci étant divisés en chapitres illustrant sa vie et son expérience. Il explique comment conserver la vigilance de l'esprit, le maintien du corps, des yeux, comment tenir un sabre et s'en servir, la position des pieds, etc. Tout ce qu'il écrit se fonde sur sa propre expérience, acquise tout au long de sa vie, à force de combats et d'exercices menés sans relâche pendant de nombreuses années. À la mort de cet homme, sa légende commença. Ses écrits perdurèrent et son plus grand trésor, son katana, devint le trésor de sa nation, en étant conservé encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas su discerner toutes les subtilités de cette biographie, et surtout son lien avec Zoro, ne vous en faites pas. Enstreal et moi, on est là pour ça. On va prendre le temps d'analyser la quantité d'informations fournies, parce que vous l'aurez compris, en se référant aux similitudes du présent, il nous est possible de déchiffrer le passé et le futur de Zoro. Et oui, encore une fois, pour prédire l'avenir, c'est vers le passé qu'il faut se tourner. On comprend tout à fait que certains mettent en doute les inspirations historiques et culturelles de l'auteur, et cela revient à refuser le fondement même de la géopolitique moderne. Personne ne peut lutter contre ces influences. On en profite donc pour vous citer quelques chiffres, justifiant l'influence de Musashi Miyamoto dans la culture japonaise. Le personnage apparaît dans 14 films, de 1944 à 2014, dans 12 mangas, dont de grands noms, comme Samurai Champloo ou Vagabond, et enfin dans 12 jeux vidéo, comme Age of Empires ou Sengoku Basara. Bref, Musashi, il est dans les livres d'histoire que les Japonais étudient tous les jours, ce qui fait de lui une source d'inspiration légitime, voire inconsciente de n'importe quel auteur. Dans cette seconde partie, portée sur l'analyse et la compréhension du célèbre Musashi, on va aborder plusieurs hypothèses, qu'il vous revient de croire ou non. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est que si Musashi n'a pas inspiré Zoro, il a au moins inspiré son maître. En effet, un samouraï retraité qui enseigne l'art de l'escrime à deux sabres dans son dojo, ça ressemble fortement à la retraite de Musashi. Cependant, cela se base sur uniquement une information, ce qui n'est donc pas suffisant. Quoi qu'il en soit, il aura inspiré l'un des deux personnages, chacun étant autant énigmatique l'un que l'autre. Mec, Ouais? il t'était pas grave pensé à quelqu'un, Koshiro? De qui? Bah, tu sais, on dirait pas grave le mec du Gorosei, le maître de Zoro? Je sais pas, je vais vérifier si tu veux. Putain mais gros, mais c'est tellement sûr! Bon, désolé pour ça, mais Doyle a été frappé par un éclair de génie, je crois. Il avait raison, et même plus que ça, il a trouvé une très grosse piste. Je vous explique. Koshiro, le père de Kuna, il ressemble à 2 gouttes d'eau à l'un des membres du Gorosei. Lui, là. Et il y a peu de chances que ce soit une seule et même personne, puisqu'on peut voir Koshiro se recueillir sur la tombe de sa fille pendant les aventures de l'équipage. Mais si 2 personnes se ressemblent à ce point, c'est probablement parce qu'elles sont de la même famille. Ouais, le membre du Gorosei pourrait bien être son frère. Et si Koshiro est l'oncle de Zoro, cela revient à dire qu'un des membres du Gorosei est le père de Zoro. Rien que ça, l'intrigue pourrait potentiellement nous réserver cette révélation pour l'ultime duel du pirate. Après avoir vaincu Mihawk, il retrouverait son véritable et unique adversaire, son père. Les possibilités scénaristiques et narratives sont infinies si cela est vrai. Maintenant que cette hypothèse a été formulée, on va quand même s'intéresser aux liens qui unissent Zoro et Musashi, afin d'obtenir ce que chacun d'entre vous, chers spectateurs, désirait. Un coup d'avance sur Eiichiro Oda, celui qui vous surprend et vous bouleverse à chaque chapitre. Oui, c'est frustrant à la longue d'être face à l'imprévisible pendant 20 ans. Alors cette fois-ci, on n'attendra pas la mort de Barbe Blanche pour tout comprendre, comme dans le précédent Genèse. Non, pour Zoro, ce coup d'avance, on vous l'offre.
Une chose est sûre, le passé de Zoro a été gardé secret pendant longtemps par l'auteur. On ne sait rien de sa vie, rien de sa famille. Tout ce qu'il nous a montré, c'est sa force. On peut alors imaginer qu'un jour son passé nous sera révélé, et ce sera un grand moment dans l'histoire de One Piece. Si Zoro est effectivement relié à Musashi, cela expliquerait pourquoi l'image la plus jeune que l'on ait de lui soit celle d'un élève d'un dojo, déjà sans attache malgré son très jeune âge. Mais ce n'est pas tout. On peut comprendre également qu'il descend d'une famille de samouraïs, donc de Wano, que son père, s'il est encore en vie, peut se trouver encore là-bas avec sa famille. Et si le lecteur n'en a en effet aucune idée, peut-être que Zoro s'en souvient encore. Ce qui expliquerait la nonchalance d'ailleurs avec laquelle il affirme réunir des âmes à Wano. Avec l'arrivée de Kaido en soutien du nouveau shogun, des événements ont pu se produire vis-à-vis des racines de Zoro. Et cela ajouterait davantage d'importance au conflit à venir entre l'équipage de Luffy et celui de Kaido. Wano apparaît de plus en plus comme l'endroit où la part d'ombre de Zoro s'éclaircira, une occasion en or d'en apprendre plus sur son passé, ou encore sur son maître, qui transmet l'art des katana en dehors des frontières très fermées de Wano. Enfin, la retraite de Musashi ressemble tout à fait à ce que pourrait être celle de Zoro. Après avoir acquis de l'expérience de tant de combats, après être devenu le meilleur bretteur du monde, Zoro pourrait décider d'enseigner son art particulier dans un dojo. Qui de mieux placé pour devenir un excellent maître que l'homme qui a tout appris par lui-même, qui s'est entraîné chaque jour de sa vie, qui connaît le prix des combats, qui s'est accompli dans la méditation comme dans la guerre, et qui n'a jamais redouté la mort. Le simple fait de l'observer évoluer dans One Piece est un enseignement en lui-même. Il pourrait alors peut-être engendrer un nouveau cycle, composé d'épéistes talentueux, voulant prendre la place du premier d'entre eux, la place de leur roi. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, on retrouve ce schéma dans Afro Samurai, et le résultat est plus qu'intéressant. Une dernière coïncidence pour finir. Le sable de Musashi est un trésor national. Or, dans One Piece, qui possède le trésor national de Wano? Zoro. Tout concorde, il ne reste plus qu'à découvrir les nuances qu'apportera l'auteur vis-à-vis de l'histoire, de notre monde par rapport au sien. Félicitations pour être arrivé à la fin de notre vidéo. Votre curiosité et votre passion pour cette grande œuvre qu'est One Piece nous font énormément plaisir à voir. Évidemment, on partage ces sentiments avec vous et c'est un honneur d'être dans une si grande communauté. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires d'encouragement et de critique. C'est le seul moyen pour nous de savoir comment devenir meilleur, alors on va faire le nécessaire pour être au top. Avant de partir, je vous encourage à aller regarder par vous-même la vie de Musashi et les mythes qui l'entourent. On n'a pas eu le temps de tout aborder et c'est vous dire l'ampleur de la chose. On a même laissé de côté l'histoire qui le met en scène en train de tuer une chimère semblable à un dragon. On vous retrouve, on l'espère, pour notre prochaine vidéo. Bon vent et bonne route. C'était Enstril et Doyle pour les dessous de One Piece. Bon, allez, faut que je me dépêche de retrouver les autres.